concerne donc une question d'appréciation. Est-ce que je me sens à l'aise dans cette mission? Mais si monsieur, je vous réponds que oui. Je pense qu'il faut savoir assumer. Si je suis là devant vous, si j'ai été nommé, c'est que je pense que, contrairement peut-être à ce qu'on dit ou bien on a entendu dans l'histoire de notre pays, c'est pas à la radio qu'on entend qu'on est nommé. Il y a quand même des discussions qui sont faites et c'est à l'issue de ça que voilà, on vous confie une responsabilité. À partir du moment où vous l'acceptez, donc vous assumez et voilà. Et je pense qu'à ce moment, il n'y a pas à avoir d'état d'âme. Donc je vous rassure que je suis parfaitement à l'aise dans ma mission et j'espère pouvoir, bien entendu, la mener à bien. Et vous avez aussi dit que voilà, la situation est difficile, les gens se plaignent, ça ne va pas. Comment améliorer la situation? Là aussi, nous devons bien nous rendre à l'évidence. C'est pour ça que j'ai tenu à rappeler le contexte de 2015, fin 2015. Nous sortions d'une situation extrêmement difficile. Après 2 années d'une épidémie, et il ne faut pas croire que c'est un argument qu'on utilise à tout va pour se dédouaner de l'obligation qui est la nôtre de faire face ou d'accomplir la mission qui nous est confiée. C'est que c'était une véritable situation de catastrophe que notre pays a connue entre 2014 et 2015. D'ailleurs, j'ai rappelé tout à l'heure que le taux de change de l'année 2015 était nul. La Guinée a connu une croissance nulle en 2015. Et cela n'est pas sans conséquence. Quand vous avez un manque à gagner de près de 3 000 milliards sur les recettes sur une seule année, cela laisse des traces. C'est-à-dire que c'est autant de dépenses, essentiellement d'investissements qui n'ont pas été faits cette année-là. Donc, aujourd'hui, si la situation est difficile, je l'ai bien rappelé, que les défis sont nombreux et sont grands, mais nous ne devons pas pour autant croiser les bras, il faut faire face, mais il faut aussi que nous sachions, lorsque vous suivez les nouvelles aujourd'hui, partout, vous voyez en Europe, un peu partout dans le monde, des problèmes, il y a des pays, il y a de nombreux pays à travers le monde qui sont en crise. En France, qui est un pays développé avec des moyens incommensurablement plus importants que les nôtres, vous voyez là-bas, ils ont un taux de chômage record, et chaque jour, vous voyez des gens des grèves. C'est que ce n'est pas juste une situation propre à la Guinée. Nous sommes dans un monde difficile et il faut savoir que les choses sont difficiles, mais nous disons qu'avec les moyens dont nous disposons et avec le travail qui est en train d'être fait par le gouvernement sous la direction du chef de l'État, nous entendons justement relever ce défi à travers donc, un certain nombre d'actions dont nous avons présenté un échantillon ici. Nous n'avons pas, comme je l'ai dit, le temps de présenter de manière exhaustive toutes les mesures envisagées par le gouvernement, mais nous entendons mener des actions pour améliorer la situation, pour remonter la pente. La question suivante concerne Rio Tinto. C'est pour ça que je vous ai présenté le taux de change, excusez-moi, le prix du marché de la tonne de minerai de fer. En février 2011, la tonne de minerai de fer était à 187,2 $. En décembre 2015, cette même tonne était à 39,6 $. Donc, quand sur une période on perd plusieurs fois le prix d'un produit, et notamment d'une matière première sur laquelle on bâtit un projet, il devient difficile, extrêmement difficile de bâtir des projets sur cette ressource-là. Au moment où on faisait les études de faisabilité donc, de ce projet, le prix du minerai de fer était nettement plus important que ce qu'il a été au moment où il fallait lancer le projet. C'est-à-dire que toute l'économie du projet était remise en cause du simple fait de l'évolution du prix du minerai, du prix donc de la matière. Parce que lorsque vous faites un projet, tout le projet peut se résumer en la vente. Ici, il y a un élément qui résume une activité, c'est le chiffre d'affaires, généralement.
Donc, si lorsque vous commencez votre projet, vous voulez vendre 1 million de tonnes de minerai de fer, c'est ça votre projet, vous faites vos calculs, 1 million de tonnes, ça fait tout simplement 187 millions de dollars. Au moment où vous terminez vos études, vous avez fait tout le travail et vous voulez commencer votre projet, votre chiffre d'affaires estimé à 187 millions ne représente plus que 39 millions. Vous ne pouvez plus faire ce projet sur ces mêmes bases-là. Ça, c'est un des éléments fondamentaux qui explique toute la problématique autour du projet Simandou. Mais je parle sous le contrôle du ministre des Mines, qui d'ailleurs est en partance pour discuter entre autres du projet Simandou. Aujourd'hui même, le gouvernement continue de faire les efforts pour développer ce projet et nous sommes confiants que ce projet verra le jour dans le courant de ce mandat, de ce deuxième mandat du chef de l'État, je peux vous assurer, parce qu'aujourd'hui, en fait, le prix était très élevé. Il y avait une attraction extraordinaire pour le prix pour ce projet, parce que les prix étaient extrêmement élevés à ce moment où il y avait cet engouement pour le projet et d'autres projets de minerai de fer. Mais aujourd'hui, nous pensons que c'est toujours possible de relancer ce projet et le gouvernement, dans les discussions qui sont en cours, entend faire valoir les intérêts de la Guinée. Nous n'allons plus continuer pendant trop longtemps à attendre que les investisseurs, que ceux qui ont aujourd'hui ce projet, viennent nous dire, bon, on va faire comme ci, demain on va faire comme cela. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir quelles sont les meilleures alternatives dans l'intérêt de notre pays. C'est ce qui va guider les choix que nous ferons dans les prochains mois. Il y a une question concernant le recrutement des jeunes. Pourquoi on recrute pendant qu'il y a des jeunes non postés? Peut-être là, ça peut paraître paradoxal, mais vous savez, si vous avez des médecins non postés et que vous n'avez pas de professeurs, en fait, vous avez un déficit en professeurs, vous êtes obligé de recruter. Parce que les médecins ne peuvent pas aller donner des cours dans le primaire, si ce n'est éventuellement en médecine, mais au primaire, ce n'est pas ce dont on a besoin. Donc, ceci peut expliquer la raison pour laquelle on recrute en dépit du fait qu'il y a dans certains domaines où il y a des jeunes, comme vous venez de le dire, qui ne sont pas encore postés. Peut-être qu'il y a pléthore dans ces domaines, secteurs-là. Alors, madame qui a dit que je serai le plus mauvais Premier ministre de l'histoire de notre pays, c'est une charge quand même lourde et une accusation grave, madame. Mais ayez la responsabilité de vos propos. Ne dites pas d'aucun dise, mais dites-le. Si vous estimez que je suis le plus mauvais, ben écoutez, je peux vous assurer que dans beaucoup de domaines, je ne suis certainement pas le plus mauvais. Pour ce qui est d'être Premier ministre, évidemment, on ne va pas à l'école pour être Premier ministre, mais il y a une mission qui nous est confiée et je peux vous assurer que le travail qui nous est confié, nous allons le faire et nous allons essayer de le faire bien. Donc, c'est la réponse que je peux vous donner puisque c'est un jugement de valeur qui est porté. Alors, dans le discours de politique, la question que vous avez posée, c'est que nous avons annoncé un certain nombre de choses. Et comment, vous avez posé la question de savoir comment toutes les mesures qui sont annoncées là seraient financées. À ce propos, je crois qu'avant d'arriver là, c'est pour ça qu'on n'a pas prononcé ce discours au lendemain de notre nomination. Nous avons travaillé pendant un certain temps. Nous avons analysé, fait l'état des lieux, analysé la situation avant de venir nous présenter devant le Parlement pour présenter. Et là aussi, je rappelle qu'il s'agit bien d'une déclaration de politique générale. Ce n'est pas l'exposé de projet, donc d'une politique de développement, c'est une déclaration de politique générale. Donc nous présentons les grands axes de la politique générale du gouvernement, donc dans toutes les composantes de l'action gouvernementale. Mais je peux vous assurer qu'en faisant cela, il y a tout un travail en arrière-plan qui permet, lorsqu'on avance tout
tout à l'heure les quelques mesures que j'ai expliquées. Vous avez vu quand on a parlé de la gratuité, parce que pour que la gratuité s'applique pour les césariennes et accouchements, il y a des choses qui vont avec. C'est-à-dire qu'il faut avoir lorsque les femmes vont à l'hôpital, il faut que l'hôpital dispose de tout le matériel pour faire une césarienne. Le gouvernement donc a fait l'effort qu'il faut, a commandé des kits, et c'est l'exemple que je viens de vous expliquer, et c'est ainsi pour l'ensemble donc des mesures qui ont été énumérées. Il ne s'agit pas de mesures que nous avons juste énumérées pour faire bien, mais c'est un travail qui a été fait. Le gouvernement a conçu par secteur d'activité des politiques, et c'est ces politiques qui a été présentée de manière synthétique lors du discours que nous avons présenté devant le Parlement. Alors, notre question, c'est est-ce que les membres du gouvernement ont été nommés par le Premier ministre? C'est ça la question? D'abord, c'est le président qui nomme les membres du gouvernement. Le Premier ministre constitue son équipe et soumet. C'est le président qui peut, à tout moment, décider de ne pas signer ou décider de retirer non. Mais je peux vous assurer que j'ai eu ces discussions avec le chef de l'État avant la nomination du gouvernement. Donc nous sommes aussi en régime présidentiel. Je pense que tout le monde sait très bien qu'on ne vient pas du jour au lendemain connaissant tout le monde. Donc ce sont des discussions qui se font, il y a des échanges, mais ces échanges ont bien eu lieu avec le chef de l'État sur la constitution de l'équipe gouvernementale. C'est ce que je peux vous dire. Nous avons remercié son Excellence, Monsieur le Premier ministre. On va poursuivre le deuxième volet. Question.